Voilà, ben vous avez nos 4 intervenants. Vous avez dû recevoir leur biographie, donc je ne vais pas me lancer dedans. Et l'objectif, là, ça va être de parler du rôle du leader dans la transformation, qui est de toute façon le thème de l'ensemble de la journée, mais dans le contexte de l'intelligence artificielle. Puisque l'objectif, celui notamment de la chaire du leadership, ça ne va pas être d'inventer le leadership d'hier, mais celui de demain. Et l'environnement de demain, il sera notamment dominé par l'intelligence artificielle. Donc, on va commencer par une première question à chacune et chacun des participants. Je commencerai par Gwenaëlle Huet, en vous demandant, Gwenaëlle, quelle est pour vous, dans votre univers, la principale conséquence du développement de l'intelligence artificielle, en dehors des opportunités de business que ça représente pour Schneider Electric, et surtout, comment vous ressentez les changements que ça implique dans votre rôle et dans le rôle des leaders. Merci. Quelques exemples. Donc, Schneider Electric, déjà, c'est une entreprise qui initialement était orientée sur le développement de l'électrification, donc des produits électriques. Pour faire simple, initialement, une entreprise qui vendait des tableaux électriques, on va dire. Aujourd'hui, notre métier est complètement différent. Notre métier est dominé par le logiciel et par l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que durant ces dernières années, on a fait des paris extrêmement forts pour transformer l'entreprise qui aujourd'hui performe extrêmement bien parce que les paris d'il y a 15 ans commencent aujourd'hui à produire des effets absolument monumentaux. Pourquoi on est passé de la prise électrique finalement à la construction de centres de données? Aujourd'hui, quand vous voyez les grands opérateurs de centres de données, que ce soit Microsoft, Amazon, etc., ils ont besoin de technologies pour ça, pour construire les centres de données qui permettent ensuite de gérer la donnée, mais aussi qui permettent à vous d'utiliser ChatGPT et tous ces logiciels. Bien, ces centres de données, ils sont pourvus de plein de technologies qui ont mis des années à se développer et qui sont encore en pleine innovation. Aujourd'hui, l'entreprise Schneider Electric, c'est ce qu'elle fait. Donc vous voyez comment on est passé finalement du tableau électrique à cette activité. C'est une transformation d'entreprise, à la fois culturelle, à la fois de business model, à la fois d'exposition par rapport à nos clients, des clients qui initialement étaient des clients distributeurs, qui le sont encore aujourd'hui et qui demain de plus en plus sont des Microsoft, des Amazon, des Google, etc. Donc c'est une transformation extrêmement profonde qui s'appréhende au cours du temps. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est acté, mais en fait, c'est encore aujourd'hui en mutation. Toutes les technologies évoluent et la façon dont on les intègre dans nos grandes entreprises évolue de la même façon. Et donc, comme leader, et vous avez eu à la tête de l'entreprise, enfin, il reste dans une fonction non opérationnelle avec Jean-Pascal Tricoire, un leader exceptionnel qui a été un visionnaire. Comme leader, qu'est-ce que vous voyez comme changement? Un changement, on parlera de tas d'autres dans la suite de la discussion. Je vous donnerai un bon cas d'école. Donc Jean-Pascal Tricoire, effectivement, qui était notre président-directeur général, qui est aujourd'hui notre président, il y a quelques années, souhaitait que Schneider Electric soit la référence européenne dans le domaine de l'électricité. Si vous vous souvenez, initialement, il y avait la vision qu'on allait fusionner Schneider Electric avec Legrand et qu'on deviendrait la plus grande entreprise européenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, la Commission européenne a retoqué ce projet. Elle a retoqué ce projet. Comment est-ce qu'on fait grossir une entreprise à partir d'une base industrielle française quand l'Union européenne retoque un tel projet? Bien, son projet, ça a été d'internationaliser et d'aller vers le digital, vers le logiciel. C'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, si on en est où on en est, finalement, l'Europe nous a fait un cadeau, on peut le dire. C'est ça l'ambiguïté de l'histoire. Alors peut-être qu'on y serait, mais par d'autres moyens. Mais à cette époque-là, les paris qui ont été pris, puisqu'on ne nous permet pas de grandir sur notre territoire, eh bien, on va le faire autrement. Donc un pari géographique et un pari technologique. Le pari technologique, c'était de mettre de l'investissement dans la recherche et le développement sur des technologies dont on ne savait pas s'il y aurait un avenir. Et c'est tout le pari d'un leader. C'est d'arriver à naviguer dans un environnement extrêmement incertain, où les données ne sont pas du tout stabilisées, et pour autant prendre des paris qui engagent tout l'avenir de la compagnie. Ces dernières années, on a parlé beaucoup de développement durable. Il y a 15 ans, on avait notre premier plan de développement durable. On est devenu la première entreprise durable au monde ces 2 dernières années grâce au plan d'il y a 15 ans.
Aujourd'hui, on construit des centres de données pour Microsoft, Amazon, etc. parce qu'il y a 15 ans, on développait des nouvelles technologies pour pouvoir le faire. C'est ça le rôle d'un leader. Donc c'est vraiment la capacité à anticiper et prendre des paris. Exactement. Simplement, il y a la gestion du risque. Exactement. Il y a l'acceptation de l'échec, ou l'échec, qui n'en était pas un, puisque c'était une décision politique administrative, vous permet de rebondir, lors fut de la fusion qui vous a obligé à changer. Mais il y a quand même une limite au pari. Comment on la gère? Avec aussi un élément clé qui est la relation avec nos investisseurs. Oui. Parce que prendre des paris, comme je le dis, c'est moins confortable finalement que de continuer une activité qui génère des revenus avec des marges qui sont connues de nos investisseurs. Et donc pour ça, le rôle d'un leader, c'est aussi de garder un cap. Malgré toutes les incertitudes, malgré tous les aléas, et on voit qu'il y en a de plus en plus. En une année, de plus en plus, il se passe ce qui s'est passé peut-être il y a 10 ans. En une année, c'est vécu en accéléré. Comment un leader arrive à garder ce cap dans un milieu qui est beaucoup plus hétérogène, beaucoup plus incertain, avec beaucoup plus de volatilité et pour lesquels les attentes des investisseurs sont beaucoup plus court terme qu'elles n'ont été par le passé. Ben voilà, c'était ça aussi le pari de Jean-Pascal, qu'on voit aujourd'hui délivrer des résultats absolument formidables pour l'entreprise, pour nos salariés. Et encore une fois, l'histoire n'est pas finie. On va parler d'intelligence artificielle tout à l'heure. Ça révolutionne complètement les entreprises, surtout les entreprises industrielles comme les nôtres. Quand on va en Chine, on parle de Black Factory, c'est-à-dire il y a très peu d'humains dans ces usines. Qu'est-ce que ça veut dire pour des entreprises comme les nôtres? Ça veut dire un leader, c'est aussi ne pas rester sur ses bases, ne pas rester sur son succès, mais toujours se remettre en question, toujours aller de l'avant, toujours anticiper les nouvelles vagues qui vont se produire pour pouvoir redynamiser les entreprises, redynamiser les équipes et non pas considérer comme un acquis ce que nous avons pu développer. Très clair. Ça nous donne de bonnes pistes. Je pense que Frédéric Madella, qui est un leader et qui a créé un des plus beaux succès français, va pouvoir nous dire comment il comment il l'a fait, puis surtout comment il se projette et comment il projette les futurs leaders. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Sur le sujet du leadership, la question qu'on s'était posée, c'était de savoir quel est le rôle d'un leader quand l'IA est omniprésente et partout, et qu'évidemment, elle remplace en tout cas certaines fonctions qu'on peut avoir, et notamment au niveau de la connaissance, au niveau des compétences, au niveau du raisonnement. Donc forcément, ça challenge beaucoup de choses. Mais c'est une question qui est posée pour les leaders comme pour tout le monde. Enfin, on est tous challengés par l'arrivée de cette forme d'intelligence. C'est toujours difficile de l'appeler vraiment intelligence parce que déjà, on a du mal à le définir. Mais dans tous les cas, ça vient changer les choses. Alors, par rapport au leadership, je pense que ce qui est très important, surtout quand on crée et qu'on développe un projet, c'est de réussir à fédérer des énergies. Et ça, fédérer des énergies, c'est fédérer des gens. Donc ça touche à l'affect, ça touche à la personnalité, ça touche à la capacité d'embarquer. Et ça, jusqu'à présent, quand même, les machines n'ont pas démontré une capacité de fédération des humains formidable. À part, c'est une mise en relation, c'est pas exactement la même chose. Mise en relation ne veut pas nécessairement dire la capacité à mobiliser l'énergie, ça veut dire la capacité à communiquer. Mais après, il faut l'envie de communiquer. Et l'envie de communiquer, elle passe par la capacité justement d'un leader à emmener tout le monde dans une direction. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas, pour l'instant en tout cas, disrupté par une IA, parce que on n'a pas nécessairement envie de suivre une IA. On ne parle pas de charisme d'une IA, par exemple. On ne parle pas d'effet d'entraînement ou d'envie de travailler pour une IA, par exemple. Alors que quand on croise des personnes qui nous inspirent, on a envie de travailler pour elles, on a envie de construire des projets avec elles. C'est quand même quelque chose, c'est un élan qui reste humain et qui reste en partie le rôle d'un leader. Et ce qui voudrait dire qu'on aurait intérêt à développer, par exemple, plus l'intelligence émotionnelle et la capacité de leadership, d'une certaine manière, plus que certains savoirs. Oui, et trouver une légitimité dans tous nos propos qui se trouvent ailleurs que là où l'IA a des compétences manifestes. C'est-à-dire, typiquement, c'est peut-être l'autre volet de ce qui change avec l'IA pour un leader, c'est la capacité à aller se renseigner non seulement sur tout ce qui existe, parce que c'est quand même assez agréable de parler avec un interlocuteur qui, au moins en théorie, est omniscient. C'est quand même sympa de pouvoir lui demander à peu près n'importe quoi et qu'il ait la réponse. Donc ça veut dire qu'on peut aller construire un raisonnement additionnel plus fourni, plus documenté, si on se sert bien de l'IA. Et ça veut dire aussi, et c'est là où ça va plus loin, c'est qu'on peut lui demander plein de choses, plein de raisonnements,
que normalement on serait allé demander à des collègues, à son équipe. Là, on va pouvoir aller le demander directement à l'IA et peut-être être capable de venir avec plus d'informations, des sujets déjà un petit peu étudiés avant d'en parler avec l'équipe. Et donc, le leader lui-même doit aller consulter toutes les sources d'informations et les sources d'intelligence qu'il a autour de lui pour justement venir quelque part en étant plus équipé, en étant moins naïf peut-être par rapport à certains sujets, en connaissant plus de choses. Donc ça, c'est aussi le travail qu'il faut faire. C'est un leader augmenté, quelque part, qui peut Oui, être un leader augmenté si on sait bien l'utiliser. Complètement, parce qu'en plus, même si on va un petit peu loin, on est même capable de développer des premiers prototypes assez facilement. Enfin, quand on fait du code, alors moi j'ai fait beaucoup de code par le passé, j'ai arrêté de coder il y a maintenant 12-15 ans parce que justement pour développer la société, j'avais recruté plein de gens qui techniquement étaient beaucoup plus forts que moi. Mais je me suis remis au code récemment avec Claude Code. Alors je ne sais pas qui a utilisé Claude Code ici, par exemple. Enfin, je ne parle pas de Claude, je parle de Claude Code. Ouais. Il y a très peu de gens en fait quand même. Mais pour ceux qui l'ont utilisé déjà, vous voyez la puissance que ça a, c'est complètement fou. C'est-à-dire que alors ça va développer quelque chose qu'on lui a demandé. Ce qui est hyper plaisant, c'est la vitesse évidemment à laquelle ça va. On relit ce que fait le code. C'est du code donc, qui est très propre, qui est très bien commenté. Par contre, il y a quand même quelques erreurs. Des fois, en tout cas, il peut y avoir des erreurs qui sont soit liées à effectivement l'IA qui a fait une erreur ou qui a pris un mauvais embranchement à un moment sur une formulation logique, soit au fait que notre prompt à nous-mêmes n'était pas assez complet et donc l'IA ne pouvait pas deviner certaines choses. Mais enfin, dans tous les cas, il faut généralement itérer, rattraper ce que l'IA a fait. Et là, à ce moment-là, bon, on a quand même la possibilité d'aller construire un proto extrêmement rapidement, mais il faut quand même appliquer une forme de logique pour faire comprendre à l'IA où est-ce qu'elle s'est trompée, soit par omission de notre part, soit par erreur de sa part. Et ça, c'est une capacité qui reste, c'est-à-dire cette nécessité d'avoir un raisonnement logique et de pouvoir aiguiller l'intelligence artificielle. Mais il n'en reste pas moins qu'on est capable de construire un prototype en 2-3 heures parfois, quand avant ça prenait 6-8 semaines. C'est complètement fou. Et donc, pour un leader qui peut aller justement utiliser lui-même des outils technologiques, il va pouvoir même faire des démonstrations de ce qu'il a en tête beaucoup plus rapidement. Et là, je parle de quelque chose qui est peut-être un petit peu avancé, qui est de faire un prototype, qui n'est pas forcément le rôle justement d'un leader d'aller jusque-là. Mais enfin, c'est beaucoup plus accessible maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des semaines de certaines équipes, ça peut prendre quelques heures même en mobilisant personne, en mobilisant juste l'intelligence artificielle. Mais c'est quelque chose qui se traduit aussi dans d'autres activités, que ce soit pour mieux présenter ses idées en allant utiliser Gamma pour faire des slides incroyables, ou en allant utiliser évidemment toutes les autres intelligences artificielles qui peuvent produire des contenus beaucoup plus rapidement pour communiquer avec les équipes. Donc oui, l'intelligence artificielle augmente tout le monde, et y compris le leader qui doit savoir s'en servir. Mais, Christophe, elle peut se tromper. L'algorithme n'a pas toujours raison. Oui, il a l'air. Oui, c'était ma première réflexion quand on a choisi le titre. La première affirmation, quand l'algorithme a toujours raison, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Donc c'est déjà la première phrase. La deuxième partie, c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'angoisse et la vision. C'est-à-dire que l'angoisse, effectivement, on arrive dans quelque chose qui est en train de changer, dont on ne sait pas trop appréhender les périmètres. Mais en tant que leader, notre job, c'est de donner de la vision à nos collaborateurs et montrer un cap. Et est-ce que l'IA doit nous faire peur ? Alors, les ingénieurs comme toi et comme moi, c'est une opportunité. Ce qui me rend un peu inquiet dans tout ça, c'est que la plupart des gens utilisent l'IA sans comprendre son fonctionnement. Et donc, fatalement, ça va amener à des dérives et à des erreurs qui vont, je dirais, se régler d'elles-mêmes. Et puis, on est là dans un cap d'excitation où toutes les semaines, il y a une nouveauté, donc on s'emballe. On va arriver à un plateau parce qu'il y a des enjeux économiques et des contraintes. Et puis après, on va redevenir dans du rationnel. On a déjà eu ça avec le métaverse, avec Internet, avec beaucoup de choses. Donc, maintenant, nous, en tant que leader, c'est comment on prend parti de ça. C'est-à-dire que moi, je suis dans un domaine d'activité qui est la cybersécurité, dans une entreprise dont plus de la moitié sont des ingénieurs. Pour moi, c'est le champ des possibles qui devrait nous enthousiasmer, nous exciter.
Et donc, c'est comment on accompagne nos collaborateurs à être à l'aise avec la matière. D'accord ? C'est quoi l'IA ? Comment on s'en sert ? Comment tous les jours on s'en sert ? C'est comment on prépare les futures générations. Chez nous, en ce moment, il y a une campagne de recrutement des apprentis. Elle est aussi intense que les années d'avant, parce qu'on a beau dire que l'IA va profiter à ceux qui ont de l'expertise pour devenir encore plus forts, mais pour qu'un jour on ait des gens qui soient plus forts pour gérer l'IA, encore faut-il qu'ils aient été jeunes et qu'ils aient appris. Donc ça force à avoir des considérations différentes. Comment on embarque ces jeunes talents, comment on les accompagne, comment à les écoles on les forme. Et moi j'ai un pendant qui est assez frappant tous les jours quand je vais au petit déjeuner. Ma fille, elle a 16 ans. Malgré une forte pression de son père, elle ne veut pas faire d'études d'ingénieur, à mon grand désarroi. Et donc comment on l'accompagne ? Comment on l'accompagne à se projeter dans le futur, à savoir quelles sont les compétences qu'elle a besoin pour appréhender demain. On en a parlé ce midi, mais c'est soft skills, c'est-à-dire apprendre, être capable d'apprendre à apprendre en continu, avoir une capacité de jugement, parce que si l'IA va nous amener de la décision, tout va dépendre du jugement qu'on va y apporter, nous, en tant que leader, et c'est là où je pense que l'IA n'est pas près de nous rattraper. Par contre, une composante à laquelle elle n'échappe pas, et cet été, elle va y passer pendant 2 semaines, c'est qu'elle doit comprendre l'algorithmie et comment fonctionne l'IA. Parce que demain, ça fera partie de son quotidien et on ne peut pas maîtriser un sujet, ou du moins évoluer dans un environnement, si on ne maîtrise pas un minimum les mécanismes, et d'où la culture générale, d'où tous ces enseignements qui font que l'IA pourra être un outil et pas quelque chose qui nous remplace. Je vais juste rebondir parce que je suis assez du même avis. Cela dit, je me rends compte qu'il n'y a pas besoin de savoir comment fonctionne une voiture pour la conduire. Donc, je ne sais pas jusqu'où il faut qu'on comprenne comment fonctionne l'IA. Savoir la maîtriser, c'est sûr, mais jusqu'où ça va ? Oui, mais ça serait vrai si l'IA avait toujours raison. Sauf, alors, même si on fait des ajustements, des améliorations, ça reste un système probabiliste. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'un système qui a été alimenté de tout un savoir humain, qui nous génère de la probabilité, mais qui aujourd'hui, faute de data, s'auto-alimente par sa propre donnée. Donc, probabilité, hallucination qui alimente de l'hallucination. Nous, aujourd'hui, pour former nos systèmes, on génère ce qu'on appelle de la donnée synthétique. Donc, c'est des systèmes IA avec un élément de probabilité qui génèrent de la data qu'on considère comme valide pour entraîner des nouveaux modèles. Donc, je pense que si on reste dans ces domaines-là, on va se heurter à un moment donné, et c'est pour ça qu'on parle d'IA, mais il y a plusieurs IA. Nous, chez Thales, on parle d'IA de confiance. Donc, dans la même phrase, il y a 2 mots là qui sont un peu antinomiques, mais demain, on ne peut pas avoir des systèmes qui pilotent des systèmes sensibles et complexes dont on ne sait pas expliquer comment ils décident. Et c'est un peu ce qu'on est. Donc, aujourd'hui, c'est magique. D'accord ? J'ai même écouté ce matin là, une phrase qui m'a fait un peu sourire, dont un journaliste nous disait, suite à une étude qu'a fait le MIT et qui est sortie, qu'en fait, l'IA vous donne l'impression que vous avez toujours raison. Sauf qu'elle vous donne raison à tort, quelque part. D'accord ? Donc ça nous conforte dans nos erreurs, et c'est là où ça devient une dérive qu'il va falloir cadrer. Ça, c'est un problème exactement dont on parlait ce midi aussi, qui est un problème de leadership. Quand il y a un leader qui est entouré de yes men qui lui disent qu'il a raison, ça pose un gros problème, justement. Donc là, c'est un petit peu le cas de tout le monde avec l'IA. Le yes man, c'est l'IA. L'IA, c'est un yes man, c'est sûr. Il va dire, ah oui, tu as raison, d'ailleurs, tu es très intelligent, tu es beau, et puis tu es bien coiffé ce matin. Enfin, c'est vraiment... Il ne faut pas tomber là-dedans, ouais. Ça, c'est sûr. Mais je pense, c'est peut-être que Maria peut nous éclairer là-dessus, que effectivement, quel sera ce que le leader de demain devra savoir faire, qu'il ne savait pas faire hier, et qu'il va falloir ensuite lui apprendre. Alors là, je suis en train de réfléchir en vous écoutant sur l'angle d'attaque, parce que c'est tellement intéressant, tout cela est tellement vrai, puisque ce sont vos expériences, c'est priceless, comme on dit, puisque vous nous donnez tout ça, vous êtes les mains dans les cambouis et vous allez faire face à ces transformations qui nous attendent tous. Alors nous, donc avant de répondre à la question de donc qu'est-ce qu'il faut que les leaders gardent pour se différencier et ne pas se remplacer par l'intelligence artificielle, nous, en tant que professeurs, si on considère qu'on est les leaders de nos classes, on se pose exactement les mêmes questions. Et on devrait même dire à quoi on forme nos élèves. Quels sont les métiers de demain ? On a également évoqué ça pendant le déjeuner, parce que je pense que c'est de là
que ça commence. Nous, on forme, Alexandre, des leaders de demain. Mais à faire quoi? Alors, j'ai une étudiante qui avait fait un mémoire il y a 2 ans sur, et c'est comme ça que je suis arrivée par connaître le cas de l'entreprise Dictator qui est dans les spiritueux quelque part dans les pays scandinaves, qui ont remplacé les CEO par une IA qui s'appelle Mika. Alors, j'ai contrôlé et elle est toujours là, Mika. Et alors, c'est une intelligence artificielle, l'entreprise aussi, c'est une intelligence artificielle qui fonctionne 24 heures. Donc, c'est un CEO qui fonctionne 24 heures sur 24. Le COMEX s'est réuni, elle est là avec sa tablette, elle leur donne les priorités, etc., etc. Alors, c'est vraiment, il faut se poser la question. Alors, nous, ce qu'on enseigne sur le leadership, est-ce qu'on pratique? C'est un leadership qui a 3 rôles. Le rôle de l'interpersonnel, du relationnel, le rôle de l'informationnel pour faire grandir les gens et justement les garder alignés avec leur environnement et les enjeux de l'organisation, etc. Et un rôle décisionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle qui est le plus mis en danger dans cette histoire de l'avènement de l'IA qui est fulgurant, c'est beaucoup le rôle décisionnel. C'est de savoir décider et anticiper, comme Gwenaëlle vous avez bien dit, dans l'incertitude, pouvoir prendre des décisions, pouvoir capitaliser par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'on va tellement vite qu'on a du mal à voir quelle est la durée de nos décisions. Et puis, la capacité de la dirigeante et du dirigeant de dire je ne sais pas, ça c'est ma vision, je pense que c'est la bonne vision, s'il faut aller dans ce sens-là, mais l'environnement est très complexe, il faut qu'on puisse s'adapter, et tout en gardant le cap. Donc, effectivement, les soft skills, on l'a dit, on leur a dit, on est très heureux parce que nous, on enseigne les soft skills, ça va être une compétence majeure. Mais encore, on ne sait pas très clairement si c'est là, ce sont les éléments qu'il faudra garder. Et ça, je pense que ça doit être, à mon avis, un des sujets de la chaire. Ah, mais totalement. Mais justement, d'essayer de définir quels devraient être les thèmes et les sujets sur lesquels. Absolument. Et c'est pour cela qu'on salue l'enthousiasme des entreprises qui nous accompagnent, mais également du corps professoral, parce que l'enjeu, il est majeur. Et l'idée, c'est d'avancer en faisant. Donc, de créer un laboratoire de leadership dans l'étude des organisations, dans leur évolution, dans l'intégration de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a un enjeu majeur, c'est que vous avez évoqué, qu'est-ce qu'on fait des personnes? Vous avez dit, Gwenaëlle, donc votre CEO, comment il a capitalisé sur un échec à cause d'un facteur externe qui était la décision de l'Union européenne de ne pas permettre donc ces rapprochements. Et il a capitalisé en créant quelque chose de nouveau. Donc on sait que l'anticipation, les challenges de l'existant, l'interprétation des données, la vision, l'alignement, ce sont des éléments extrêmement importants. Mais qu'est-ce qu'on fait des personnes ? Et là, nous avons une responsabilité majeure. Alors, Gwenaëlle a des premières réponses. Elle peut nous parler de cette Black Factory en Chine que vous avez créée vous-même. Vous avez réussi à faire monter les skills. Voilà. Juste, donc, pour clarifier plusieurs éléments. La première chose, c'est que nous pensons que la technologie, en fait, elle ne crée pas de valeur sans l'humain. Je pense que c'est important de le rappeler. Parce qu'on pense que la technologie, c'est ça qui nous donne beaucoup plus de valeur. En fait, ce n'est pas le cas. On a besoin de l'humain et on aura encore besoin de l'humain. Et je pense que dans la communication de la place de la technologie, c'est important de remettre là où chacun a son rôle. La première des choses, quand on parle de technologie, intelligence artificielle, il faut récolter de la donnée. Sans la donnée, si on n'a pas la bonne donnée, si on ne la capitalise pas, si elle n'est pas contextualisée, la donnée ne sera pas bien orientée et du coup, l'intelligence artificielle ne donnera pas le bon résultat. Le deuxième élément, c'est de savoir poser les bonnes questions parce que l'intelligence artificielle ne travaille que dans un cadre qu'on lui donne et c'est à nous de définir le cadre. Donc si on pense qu'elle va répondre autre chose, c'est qu'on n'a pas défini la bonne question. Donc le rôle de leader n'est pas uniquement de savoir interpréter de la donnée, optimiser à travers la donnée, etc. Ça peut être fait par l'intelligence artificielle. Mais le rôle du leader, c'est bien en amont. C'est déjà s'assurer. Alors que c'était de donner les bonnes réponses, c'est maintenant de donner les bonnes questions. Poser les bonnes questions. Exactement. La réponse n'a pas vraiment de sens si la question initiale n'est pas bien posée. Le troisième élément, c'est aussi d'interpréter avec la bonne expertise. Parce qu'une réponse qui est donnée à 6 heures du matin ou une réponse qui est donnée à 6 heures du soir peut avoir des conséquences très différentes parce qu'on n'est pas dans les mêmes temps de journée et on n'attend pas forcément les mêmes réponses. Typiquement sur la gestion d'une usine. Donc l'expertise, elle est aussi extrêmement importante pour prendre la décision et puis pour pouvoir
orienter l'intelligence artificielle. Et le dernier élément, c'est la décision. Quand ça se passe mal, on retourne vers quelqu'un. Qui est responsable? Qui a pris les décisions? Qui a pris les paris? Donc je pense que ça, c'est très important à prendre en place. Après, la difficulté dans nos organisations, c'est de naviguer entre des mondes différents. Premier monde, un monde beaucoup plus, on parle de hardware, donc de produits matériels, puis un monde beaucoup plus software-driven, beaucoup plus logiciel, etc. Comment arriver à concilier ces deux mondes dans un environnement qui va plus vers le digital, mais en même temps, on voit bien que dans les géographies, dans les différents segments de marché, on a une hétérogénéité. Et il faut continuer à la garder. On n'a pas forcément vocation à tout mettre dans le logiciel. Il y a encore plein de choses qui vont se faire d'un point de vue plus matériel, organique, etc. Comment arriver à concilier ces deux mondes? Et c'est pour ça que je pense que notre rôle, ce n'est pas de faire une black bank et white bank, c'est-à-dire de faire deux mondes séparés dans nos organisations, mais c'est d'embarquer tout le monde. Chez Schneider Electric, on a 150 000 salariés. 150 000 salariés ont l'obligation de passer annuellement à travers un training, une formation en matière de nouveautés digitales. 150 000 salariés, qu'on soit sur le shop floor, c'est-à-dire on est dans l'usine en train de mettre des paquets sur des lignes de production, on a l'obligation de passer à travers une formation qui est annualisée, donc avec les nouveautés en matière digitale. Très important. Pourquoi c'est important? Parce que justement en Chine, on vient d'être reconnu par le World Economic Forum en janvier sur une usine Lighthouse, donc très visible, pour le déploiement de l'intelligence artificielle à toutes les échelles de l'organisation, y compris sur les shop floors, y compris les salariés qui positionnaient le matériel sur la ligne de production. Important, pourquoi? Parce que l'innovation en matière d'intelligence artificielle, elle vient d'eux. Elle ne vient pas de nous. C'est eux qui vont trouver les nouveaux outils, qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus vite dans ce qu'ils font. Et ce qu'on a trouvé, c'est que finalement, au lieu d'avoir des turnovers, des gens qui partaient de l'usine à hauteur de 50%, parce qu'on avait beaucoup de départs, ça bouge beaucoup en Chine, ben finalement, on les a beaucoup plus fidélisés. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de l'histoire. Et ça a été une révolution. Quand on a montré nos chiffres au World Economic Forum, ça a été une révolution. Parce que ce qu'on leur a donné comme ambition, c'est finalement pas de sacrifier leur rôle, mais de changer leur rôle pour qu'ils soient partie prenante au déploiement de l'intelligence artificielle, y compris dans une usine. Ouais, je pense que c'est ça un petit peu, repositionner le rôle de chacun. Le rôle de chacun demain, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Et c'est le rôle de l'entreprise d'accompagner ces transformations, y compris en termes humains. Mais dans le fond, c'est ce que nous disait Philippe Val tout à l'heure sur la Poste. Le postier qui passe de distributeur de courrier à créateur de liens. Est-ce que je peux poser une question? Mais alors, est-ce que vous prévoyez cette transformation aussi en France et pas uniquement en Chine? Parce qu'en Chine, on sait justement que ça va beaucoup plus vite. Et est-ce qu'il y a un changement dans les rapports de force entre la Chine et l'Europe? Alors aussi, on est dans un notamment dans le leadership. On est aussi dans un monde géopolitique qui est assez compliqué aujourd'hui. Oui, et donc, on appréhende chaque plaque géographique de manière indépendante. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va parler aussi de Trusted AI, intelligence artificielle qui doit être responsable. Responsable parce que beaucoup de nos clients demandent à ce que la donnée soit locale. Elle ne soit pas disparate, elle ne soit pas répartie sur plusieurs zones géographiques. La localisation de la donnée, la sécurité liée à la donnée, et donc faire en sorte qu'il y ait, on va dire, un élément sécurisant dans la prise de décision locale. Donc la façon dont on l'appréhende, c'est des projets par géographie. Aujourd'hui, en France, on a des projets d'automatisme. Donc on va automatiser des lignes de production. On ne va pas aller jusque là où on en est en Chine. Et de la même manière, on ne va pas importer des produits chinois avec du logiciel chinois ailleurs que dans cette géographie. Très important pour nous de raisonner à la maille géographique. Vous comprenez bien qu'aux États-Unis, c'est encore une autre histoire. Bien sûr. Christophe, tu voulais... Non, moi, en fait, ce que ça me fait réfléchir, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, Oracle, à 6h30 du matin, a envoyé un mail à 30 000 collaborateurs pour leur dire merci pour votre contribution à l'entreprise, mais au revoir parce qu'on doit investir dans l'IA. Et donc, j'ai eu cette discussion avec un de mes camarades qui bosse pour Amazon, là, qui est revenu des États-Unis, et on discutait de ce rapport aux collaborateurs. Et je pense que c'est l'enjeu que l'IA amène aux leaders d'aujourd'hui, c'est que, on dit à nos collaborateurs, tu dois former la machine pour qu'elle te remplace. Donc déjà ça, c'est quand même... c'est pas naturel. Voilà, il faut l'expliquer. Deuxièmement, tous les jours, il y a un bouquin qui sort, un podcast, une émission télé qui dit c'est la fin du monde, ça sert à rien que vous allez à l'école,
Monsieur Copé nous expliquait que les juniors cabinets d'avocats, ça sert, voilà, on peut les remplacer pour 2500 € par mois. J'exagère, hein, mais en fait, je pense que c'est une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. La question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour traiter ça? Mon camarade, là, aux États-Unis, m'a expliqué que ses enfants sont dans le système éducatif public américain et il est outré par le faible niveau de l'enseignement. Et donc, il est en train de dire on va revenir d'urgence en Europe parce que pour affronter demain, il faut quand même que mon gamin il ait des muscles cérébraux un peu plus développés que ce qu'on a là. J'ai discuté aussi, parce que j'ai passé une semaine dans ce monde un peu malade mental de l'IA aux États-Unis, dans la Silicon Valley, où un de mes anciens collaborateurs qui est là-bas depuis 10 ans m'explique que son patron, Verizon, a décidé de le foutre dehors parce qu'il considère que son activité n'est plus suffisamment rentable. Et il me dit, bon, il va falloir que je me trouve un autre boulot. Et puis en discutant, j'apprends qu'il gagne 700 000 $ par an pour gérer 200 personnes. Donc je dis, mais d'accord, mais tu comprends que dans ce salaire-là, il y a une prime de risque. Et puis le budget pour te préparer à demain. Donc on capte les informations avec malheureusement un peu un filtre de frayeur pour faire peur aux gens, comme si, je ne sais pas pourquoi on fait ça particulièrement en Europe. Mais il y a plein d'opportunités que ça génère et tout l'enjeu est de dire comment on accompagne nos collaborateurs. C'est clair que moi, j'ai une collaboratrice en charge de la communication. On a déployé Copilot de Microsoft à tout le monde. Je vais voir sa patronne, je dis, tu sais, elle m'a sorti des drafts là, de communication, je trouve que c'est moyen. Est-ce que tu as prévu de les former à l'IA pour améliorer son texte Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend voir sa collaboratrice et tu sais, Christophe m'a dit que le texte que tu lui as produit, c'était nul, quoi. Donc je dis, OK, il y a un peu de boulot encore sur le management, là, mais ce qu'on se dit, c'est qu'il faut accompagner nos collaborateurs à maîtriser l'outil, parce que c'est ça qui va créer. Et on aura toujours besoin du monde, parce que moi, mon patron, il ne me demande pas d'améliorer les bits du mois prochain. Il me demande de construire les fondations pour qu'on puisse déployer l'entreprise, pour que dans 10 ans, parce que dans un groupe comme le nôtre, on a des projets industriels à 20 ou 30 ans, qu'on soit toujours là, qu'on soit toujours leader et qu'on ait toujours cette masse de collaborateurs qui amènent cette innovation et cette value. Et je ne pense pas que l'IA est prêt de remplacer certaines de nos têtes qui ont été particulièrement bien formées. Alors, il y a quand même ce défi, vous avez évoqué un peu l'un et l'autre, l'une et l'autre, qui est, Frédéric, celui de la destruction de la première marche, qui est quand même un sujet, c'est-à-dire la suppression de tous ces postes d'entrée qui servaient à former dans toute une série de métiers et que l'IA, de facto, va remplacer. Alors, comment le leader d'aujourd'hui et de demain doit-il faire face à ça, recréer la première marche? Alors, je pense qu'effectivement, c'est le problème de se dire que les seniors sont utiles pour utiliser l'IA, mais que les juniors ne le sont pas trop. Le problème, c'est que les seniors ont tous été juniors avant. Donc, je ne sais pas comment on saute de totalement non expérimenté à senior, mais ça va effectivement être compliqué. C'est le gros challenge. Alors, moi, ça me rappelle une chose, justement, qui a été un petit peu évoquée juste à l'instant aussi, par rapport à l'attitude qu'on doit avoir par rapport à l'IA et comment on peut se former. Alors, je ne dis pas que c'est une réponse à la grande problématique levée du fait que la première marche des juniors est un peu cassée dans la dynamique actuelle. Mais c'est quand même une question de positionnement. Ça me ramène à ce qui, pour moi, avait été un moment très, très singulier dans mon parcours pour comprendre ce que j'allais faire plus tard, quand j'avais à peu près 20 ans et que je suis rentré à l'école normale supérieure. Et je me souviens, dans l'amphi, le jour de rentrée, il y a la directrice qui s'appelait Christine Bénard, qui nous prend tous dans l'amphi, et qui nous dit bonjour à tous, bravo, vous êtes rentrés à Normal Sup, vous savez remplir un QCM. Et là, je ne sais pas si vous voyez la tête du QCM, mais enfin, c'est quand même des épreuves de 6 heures. Enfin, on est des milliers à le présenter, et puis il y en a 1% qui rentre. Donc, c'était quand même des épreuves assez complexes. Donc, je ne voyais pas le lien entre les pages et les pages et les pages qu'on avait remplies et les raisonnements qu'on avait faits et un QCM. Et elle nous dit oui, parce qu'il faut bien que vous compreniez que toutes les questions auxquelles vous avez répondu jusqu'à maintenant, d'autres que vous se les sont posées. Donc, à partir de maintenant, on va se prendre à se poser les questions. Et vous allez apprendre à ce que c'est que la recherche. Vous allez apprendre ce que c'est que faire avancer quelque part l'intellect humain, aller plus loin, aller aux frontières. Ce n'est pas répondre à des questions, c'est savoir les poser. Je pense que face à l'IA, on est devant le même cas. C'est-à-dire que
bon, on parle beaucoup de l'art du prompt maintenant, mais c'est vraiment ça qu'il faut apprendre à faire, c'est savoir poser les bonnes questions, parce que la machine qu'on a en face, elle va nous répondre avec un accès quasi omniscient à l'intégralité de ce que connaît l'humanité. Mais si on pose la mauvaise question, on va avoir une réponse qui ne sert à rien. Donc c'est vraiment cette dynamique-là dans laquelle on doit se trouver. Et donc je pense qu'une des choses les plus importantes qu'il faut qu'on apprenne à la génération d'après, c'est effectivement à se poser les bonnes questions. Alors très souvent, la problématique, c'est que pour savoir poser les bonnes questions, il faut quand même avoir beaucoup appris, compris plein de choses, et finalement, on finit par dessiner les bonnes questions. Mais là, il va falloir que cette phase-là, elle accélère, et que justement, on comprenne beaucoup de choses beaucoup plus vite pour pouvoir poser les bonnes questions, et y compris les jeunes, il faut qu'ils apprennent à poser les bonnes questions, et c'est ça qui leur permettra de devenir petit à petit, on l'espère, seniors. Mais cette capacité à poser les bonnes questions, c'est-à-dire à faire le bon diagnostic, le diagnostic partagé dont on parlait, à mon avis, elle était déjà dans le rôle leader. Le problème, c'est qu'il faut s'en poser de plus en plus vite, et probablement de manière de plus en plus nombreuse. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, je pense que là, il y a également un problème générationnel, ou pas un problème ou un phénomène générationnel qui entre dans l'équation, c'est que les jeunes générations, elles veulent faire des choses très vite. Donc, il y a cette notion également de l'immédiateté. Donc, pas seulement il y a cette première marche qui peut être automatisée, ça on le voit dans des entreprises comme celle que vous avez décrite aussi chez Amazon énormément, mais l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on peut leur déléguer rapidement des opérations qu'on ne serait pas capable de leur déléguer avant, en leur permettant d'apprendre en marchant. Parce que si on attend qu'il fasse exactement comme on a fait, ça veut dire qu'il passe par tous ces chantiers battus, etc., parce qu'on sait alors qu'ils ont telle et telle compétence comme nous avons eu, etc., ça ne va pas le faire. Donc l'idée, c'est d'avoir confiance, parce que ce qui est quand même, je trouve, moi je travaille beaucoup sur la confiance, et là où je trouve que c'est merveilleux, que vous dites une AI, trusted AI. Donc qu'est-ce que c'est qu'une trusted AI? Et là, je vais vous challenger, qu'est-ce que cela veut dire une intelligence artificielle à laquelle on peut faire confiance? Ça veut dire qu'on a régulé. Or, aujourd'hui, on sait que la régulation, la normalisation de l'IA, c'est le grand point d'interrogation. Qui régule cela? Donc là, il y a peut-être la volonté de la direction d'un comité exécutif qui s'est réuni autour d'une mission commune et qui dit « Ah tiens, l'IA, il faut la réguler de telle façon. » Mais est-ce que ça, nous avons les temps et le luxe de le faire? Donc il y a deux choses. La régulation pour créer une IA à laquelle on peut faire confiance. Et la deuxième, est-ce qu'on peut déléguer à des jeunes générations qui n'auront pas la première marche, mais qui devront quand même accéder à des postes plus rapidement. Alors moi, sur le sujet de la confiance, c'est quelque chose qui me passionne depuis pas mal de temps, parce que c'était un des obstacles principaux qu'il fallait dégommer pour faire grandir Blablacar. Parce que, initialement, une fois qu'on a aligné toutes les briques technologiques pour que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on sait faire rechercher les bons trajets, placer les gens en contact, les faire payer en ligne, les mettre en contact avec les bons numéros de téléphone, calculer les itinéraires. Une fois qu'on a fait tout ça, la problématique, c'est « Ah oui, mais moi, je ne veux pas monter avec quelqu'un que je ne connais pas en voiture. » Et donc ça, c'est pas un problème technologique, c'est un problème vraiment de confiance. Donc c'est un sujet sur lequel on a travaillé énormément. Moi, j'ai travaillé beaucoup. J'ai même une approche scientifique sur le sujet, parce que j'ai créé un modèle qui s'appelle Dreams, avec les 6 lettres du mot Dreams, qui symbolise les piliers de construction de confiance qu'on doit déployer sur un réseau, notamment peer-to-peer, pour faire en sorte que deux personnes qui ne se connaissent pas se fassent quand même confiance suffisamment pour justement faire un covoiturage ensemble. On arrive à des niveaux de confiance complètement dingues. Et vous pouvez les détailler, Oui, ça, j'ai fait une étude. Je vous envoie, il y a un reporting qui s'appelle Entering the Trust Age, que j'avais publié il y a quelques années, je vous l'enverrai, justement, j'avais fait une étude avec NYU Stern, un chercheur de l'université là-bas, et donc j'avais contacté pas mal d'experts de la confiance au niveau mondial. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup des experts au niveau de confiance au niveau mondial. Il y a Rachel Botsman en Australie, il y a Arun Sundararajan à New York, il y a Yann Algan en France, il y en a quelques-uns, ça se compte presque sur les doigts d'une main, ce qui est assez étonnant d'ailleurs pour un sujet aussi crucial. Mais bon, j'avais travaillé avec tous ces gens-là pour justement faire cette étude-là. J'avais même fait, d'ailleurs, ça c'est plus pour l'histoire, la petite histoire, mais j'avais créé un super héros qui s'appelle Trustman. Ouais.
et j'avais fait un TEDx à la Sorbonne où j'avais montré qu'on pouvait tous devenir Trustman, et à un moment je déchire ma chemise et j'avais un t-shirt de Trustman en dessous, et puis dans l'audience il y avait tout un tas de gens qui avaient aussi des t-shirts de Trustman et qui disaient qu'on pouvait tous devenir Trustman. Pourquoi ? Parce que grâce aux avis justement qu'on se laisse sur les sites d'échange peer-to-peer, que ce soit du Blablacar ou du Airbnb ou du Le Bon Coin ou de je ne sais quoi, tous ces sites-là nous permettent de construire un super pouvoir qui est le pouvoir de transmettre la confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, justement parce qu'on s'est construit un profil confiance. Enfin bon, bref, je vous laisse aller découvrir ça sur Internet si vous voulez. Mais donc cette notion de confiance, elle est, pour moi, elle est cruciale dans la construction de n'importe quelle activité. Elle a été évidemment complètement mise en avant pour Blablacar parce que c'était crucial, mais aussi maintenant avec l'IA, la problématique, ça va être, comme l'évoquait Christophe, sur qu'est-ce qu'on met dans les intelligences artificielles, parce que sinon on va avoir du crap in, crap out, c'est-à-dire on a mis quelque chose de pourri en entrée, on aura quelque chose de pourri en sortie. Donc la question va se poser sur la qualité du contenu qu'on met en input dans les intelligences artificielles, parce que si on considère qu'un moteur d'intelligence artificielle c'est un petit peu comme un cerveau qui naît un petit peu tout neuf, comme nos cerveaux à nous quand on naît, toute la question, c'est évidemment l'éducation du cerveau. Donc c'est l'éducation. Donc maintenant, comment est-ce qu'on éduque les intelligences artificielles ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dedans ? Parce que quand elle naît, une intelligence artificielle, vous savez comment c'est programmé, mais avec toutes les backward propagation des poids, en gros, ça s'auto-configure en apprenant. Et donc, ça veut bien dire que l'apprentissage est la phase la plus critique pour qu'une intelligence artificielle fonctionne, en tout cas suivant nos critères, puisque si on lui a appris n'importe quoi, elle va ressortir n'importe quoi. Donc, la question, c'est évidemment la gestion du contenu qu'on va pouvoir mettre dans les intelligences artificielles. Alors, quand vous développez, comme vous, des intelligences artificielles en vase clos, j'ai envie de dire, en tout cas, vous savez exactement ce que vous mettez comme données dedans, parce que justement, elles sont entraînées sur vos modèles à vous, vous maîtrisez tout. Mais sur les modèles, les grands LLM là, qu'on voit se développer, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, ça pose des problèmes à la fois au niveau du droit d'auteur, au niveau effectivement, de la véracité de ce qui a été mis dedans. Enfin, il y a plein de problématiques de confiance qui émergent justement parce qu'on n'est pas bien sûr de ce qui a été mis dans les outils, et que pour les entraîner, d'ailleurs, on ne sait pas toujours s'ils ont mis exactement des informations soit auxquelles ils avaient le droit d'accéder, soit qui sont vraiment fiables. Donc ça va être, à mon avis, sur les prochaines années, véritablement un grand sujet, si on ne veut pas tomber dans un monde dans lequel soit on ne peut plus faire aucune confiance aux intelligences artificielles parce qu'elles ont été mal entraînées, soit carrément parce que il faut absolument pas leur faire confiance parce que elles sont capables de nous envoyer tous collectivement dans le mur, quoi. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas donc dire que là où les leaders, pour amener cela au leadership, c'est que là où les leaders font la différence par rapport à l'intelligence artificielle, c'est dans la régulation. C'est dans la normalisation, justement. C'est dans les derniers mots sur comment est-ce qu'on régule ces systèmes d'intelligence artificielle pour justement pouvoir faire confiance. C'est une question. Mais moi, je pense que c'est ça, c'est d'avoir... Pose peut-être comment à un moment, on passe au-dessus, si je peux me préciser. C'est ça. Ça veut dire que quelles sont les barrières qu'on va poser dans ces systèmes, justement, qui va revenir vite à une question de partage du pouvoir entre l'humain et la machine. Enfin, je pense que ce sont des questions véritables. Enfin, voilà. Non, c'est bien parce qu'il y a. Je pense que ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. L'intelligence artificielle a besoin d'une donnée à la base. C'est ce que tu disais tout à l'heure. L'importance de la donnée, elle est critique. On peut aboutir à des modèles complètement différents si la qualité de la donnée n'est pas bonne ou elle est juste partielle. Et donc, le rôle du leader, c'est déjà de s'assurer de la qualité de la donnée et de sa contextualisation. Une donnée, elle doit être attachée à un contexte. Si le contexte n'est pas là, en fait, l'interprétation de la donnée, elle ne peut pas être bonne. Donc ça, c'est le premier élément, c'est de la qualité de l'input, la qualité de la donnée en tant que telle. Le deuxième élément, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un modèle qui s'entraîne une première fois. Elle n'a pas forcément juste du premier coup. Elle va se réentraîner. Et le rôle de l'humain, c'est l'expertise qu'on apporte sur l'interprétation qui est faite du résultat. Et parfois, on va revenir vers l'intelligence artificielle pour dire cette réponse-là, elle ne convient pas. Parce que justement, l'expertise, on la garde chez nous. On a suffisamment d'expertise pour pouvoir challenger le résultat aussi de l'intelligence artificielle parce qu'elle apprend au fur et à mesure. Donc en fait, on déplace notre rôle. Notre rôle, c'est
déjà de s'assurer du contexte, s'assurer de l'input, s'assurer de la donnée en tant que telle, s'assurer de la qualité de la question qu'on pose et s'assurer de l'expertise qu'on apporte pour pouvoir challenger la donnée ou challenger le résultat de la modélisation, parce qu'on a besoin de ce rôle-là jusqu'à la décision, jusqu'à la prise de décision. La donnée et l'optimisation, la modélisation qui va en être faite par l'intelligence artificielle ne va pas jusqu'à la décision. Donc je pense qu'en fait, il faut juste remettre et repositionner chacun des éléments pour bien s'assurer que finalement, il y a un rôle à tout le monde. Et c'est la vérité, en fait. C'est comme ça que l'humain va apprendre à créer de la valeur à travers l'intelligence artificielle. Mais peut-être pour rebondir à la fois, Henri, sur ta question, alors le terme est marketing, il y a de confiance. C'est en gros, est-ce qu'on est capable de tracer les prises de décision ? Mais tout l'enjeu revient à qui prend la décision. C'est pour ça que le titre était assez provocateur de mon point de vue. Mais en quoi ça change notre vie de tous les jours aujourd'hui en tant que leader, où on a des consultants qui viennent nous amener des études sur une situation et on voit que la prise de décision diffère d'un manager à un autre ou d'un leader à un autre. Donc tout l'enjeu va être plutôt autour de qu'est-ce qu'on en fait de cette capacité d'information que l'on a à disposition pour prendre nos décisions, quel recul on prend par rapport à ça. Et je pense que la régulation, il en faut, c'est clair. Le problème, c'est qu'on ne se bat pas tous à armes égales. Et ce n'est pas juste une histoire d'Europe à Europe. Là. Quand j'étais aux États-Unis, je discutais avec une personne là qui me disait... on était sur un salon et il voulait être sûr d'avoir identifié toutes les personnes qui venaient, qui avaient un profil d'investisseur, etc., etc. Et il me dit, bon, j'ai essayé de le faire avec Google, mais en fait, avec Claude, mais Claude m'a dit, je n'ai pas le droit d'aller scraper des sites web. Donc du coup, j'ai utilisé Grok, de notre camarade Elon, qui lui n'a aucune limitation. Il me dit, j'ai pu scraper tout le site web, j'ai même demandé les adresses email, alors que la plupart des IA... Donc cette situation-là, on l'aura toujours, parce qu'on ne sait pas ce que font les Chinois, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ils font, etc. Et ils sont particulièrement actifs là-dessus. Donc moi, je dis tout ça, il faut qu'on prenne un peu de recul et de dire, en fait, c'est un outil supplémentaire qu'on a à notre disposition, et le résultat, on sera ce qu'on va en faire. Et donc ce qu'il faut, encore une fois, en tant que leader, c'est de garder le jugement chez nous. D'accord ? Moi, le seul risque, avec mes étudiants ingénieurs, la discussion qu'on a, c'est... dans quelle mesure cette paresse intellectuelle ne s'installe pas, parce que le premier réflexe, c'est je demande à ChatGPT, parce qu'en plus maintenant je l'ai sur mon téléphone, sans me prendre 2 secondes. Donc, Maria, tu disais pour les enseignants, moi j'ai arrêté les contrôles, je leur dis voilà ce que ChatGPT m'a sorti, challengez-le. Et revenez avec un plan d'action de dire, ça ne sert à rien de lutter contre quelque chose. Et j'ai le même dilemme avec ma fille, je reprends ma fille parce que c'est... mon sujet principal de préoccupation, au-delà de mon ébite en ce moment, j'ai regardé les prompts qu'elle fait sur ChatGPT. Et ils sont nuls. Et donc je me suis posé la question, c'est est-ce que je lui apprends à faire des prompts intelligents ou est-ce que je la laisse macérer dans la qualité de ses prompts qui n'est pas super, du coup qui lui amène des résultats qui ne sont pas super et donc elle doit bosser encore. Pour l'instant, je suis dans l'option 2. Je vais faire en sorte qu'elle soit dopée, mais c'est bien qu'elle galère un petit peu parce que, je dirais, c'est comme tout à l'heure on disait la valeur travail. Je pense que c'est parce que quand on était étudiant, on a fait des jobs d'été, qu'on a appris qu'1 euro, c'est 1 euro, et que ça fait de nous aujourd'hui des leaders qui sont frugaux et qui font attention à tout ça, et qui ne sont pas dispensieux parce que c'est sans ressources limitées. Et je pense que c'est un peu ça notre posture de leader, c'est de rappeler ces éléments-là, de les laisser faire des erreurs, parce qu'on les a fait nous les premiers, mais d'accompagner à la compréhension de qu'est-ce que c'est. Et le problème qu'on a un peu aujourd'hui, c'est de faire penser que l'IA, c'est magique. D'accord ? Et d'ailleurs, il n'a jamais tort. Et vous lui dites, mais je ne comprends pas, tout à l'heure, tu m'as dit ça. Il dit, ah oui, tu as raison. Il n'a pas beaucoup d'ego. Hein. Ça nous concerne. Quand tu lui dis, tu t'es trompé, il dit, ah oui, pardon. Mais tout à l'heure, on parlait de son empathie, qui peut remplacer des docteurs par son empathie. Le problème, ça crée une spirale de nous conforter dans une posture qui n'est pas la bonne. Donc c'est là où je pense qu'il y a un devoir d'éducation sur les limites de cette machine qui reste qu'une machine, somme toute, puissante, mais une machine. En fait, pour la formation des IA, j'ai une manière de voir la chose très simplement, c'est de se dire que c'est comme si, par l'entraînement d'une IA en quelques heures, peut-être un peu plus pour évidemment les grands modèles, on prenait un cerveau tout neuf, de nouveau-né, et on lui faisait faire 20 ans d'études. Et tout ce à quoi il va pouvoir être confronté
comme classe, comme contexte, on essaye de lui mettre tout ça dans le cerveau en très peu de temps, et puis après on lui pose des questions. Ce que ça ne comprend pas en revanche, évidemment, c'est que, et ça revient aux fonctions fondamentales de l'école, hein, mais il y a une des fonctions fondamentales de l'école quand même qui est, au-delà de ce qu'on y apprend, aussi la socialisation. C'est-à-dire comment on se comporte avec les autres, quoi, avec son prochain, enfin comment on interagit avec d'autres, avec des camarades, c'est quoi une classe, c'est quoi du collectif, c'est quoi l'empathie, c'est quoi, enfin, toutes ces choses-là qu'on découvre évidemment quand on fait toute notre scolarité. Le problème, c'est que là, au niveau de cette formation-là, l'IA elle passe complètement à côté, parce que tout ce qu'on lui met, c'est de la data, de documents, d'informations, mais on lui parle pas de la manière d'interagir avec les humains. Et ça revient à la data, parce que c'est vrai que j'ai un point de vue très complémentaire au vôtre, Gwenaëlle, mais quand vous parlez, je dis, mais il a raison, c'est la data. Mais en fait, il y a la data, il y a l'humain. Et je suis sûre que Jean-Pierre Raffarin va les dire, et on les verra durant la prochaine table ronde, c'est que le fait qu'il y ait un leader à tous, et qu'on sait que le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est pour ça aussi qu'on parle des leadership humanistes, l'humain au centre du système, etc. C'est des personnes qui suivent une femme ou un homme à la réalisation d'un objectif. Et alors, ces processus, c'est quoi? Ces processus, ça consiste à dire, je me reconnais à tes valeurs et je t'ai fait confiance. Et je vais te suivre. Et le leadership transformationnel, ce qu'il prend, c'est que, voilà, pour que je te suive, c'est qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance avec les valeurs, que tu sois pour moi une source d'inspiration, que tu me motives parce que la vision, elle est vraiment motivante et que je peux me projeter là-dessus, que je suis stimulée intellectuellement. Et à la fin, et c'est ce qu'il a dit, M. Val, Philippe Val, je me sens considérée. Alors, quand il a dit qu'il a fait 15 000 réunions avec de 10 personnes, quand on sait qu'il y a un projet d'entreprise, on dit ouais, ça va être compliqué, on va faire des groupes de 100 personnes, 15 000 réunions de 10 personnes, et après il l'a fait sans aucune grève, etc. Donc est-ce elle arrivera un jour à remplacer cette identification de l'humain avec l'humain? Je ne pense pas. Et c'est un tout, parce que si on se dit ah oui, il ne va pas nous remplacer parce que c'est les émotions. Aujourd'hui, l'IA, on peut avoir des IA qui savent simuler l'émotion humaine. On peut avoir l'IA qui va donner la bonne réponse, la bonne data, etc. Mais peut-être pas, il ne va pas faire tout cela en même temps et créer de la confiance et l'envie de suivre. Donc si on part du fait que l'individu, comme vous avez dit Henri, la force de l'équipe, l'humain, et il est important pour la transformation, donc c'est un message très positif. Mais il faut qu'on soit là-dessus, j'allais dire, le plus précis possible. Et c'est on ne va pas l'être dans les 10 minutes qui nous restent, mais l'humain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va attendre de l'humain? C'est quoi? Ça, là-dessus, tu ne te trompes pas, Jean-Pierre. Enfin, ça ne suffit pas, malheureusement, comme réponse. Non, mais la posture de Yann Lequin est peut-être intéressante sur ce sujet-là, où Yann Lequin, aujourd'hui, il dit, si je résume et sans vouloir offenser son propos, il dit en gros, le dernier modèle d'intelligence générative que l'on a, ça représente la connaissance qu'il aurait fallu à quelqu'un pendant 7000 ans de lire tout ce qui est peu, mais il a l'intelligence émotionnelle d'un enfant de 7 mois. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas plus d'intelligence? Parce que l'être humain n'est pas composé que de ce qu'il a lu, mais de ce qu'il a vu, de ce qu'il a goûté, de ses interactions. Et c'est ça qui fait l'humain. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, sur cette idée-là, qu'il a quand même levé 1 milliard. Voilà, donc, il y a quand même certaines personnes qui doivent penser qu'il n'a pas tout à fait tort. Mais je veux dire, notre quête en tant que leader, c'est de comprendre ça. Et de comprendre que ce qui est important, ce n'est pas le plus intelligent. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence collective. Et pour ceux qui en doutent, moi, je viens de passer 2 semaines et demie à trouver un jardinier pour faire ma pelouse. Je vous dis que je préfère trouver un bon jardinier qu'un étudiant qui sort de l'ESCP en ce moment. C'est une priorité. Et donc, il garde une valeur, je veux dire, dans ce... On n'a pas juste besoin de cerveaux qui ont énormément de compétences, mais on a besoin de tout parce que, comme tu l'as dit, tu as aussi du hardware à fabriquer. On a besoin d'artisans, on a besoin d'industriels et des choses comme ça. Et donc, c'est ce tout-là que le leader doit constituer en termes de capacité. Ils en parleront dans la deuxième table ronde sur la diversité des équipes. Le leader, plus que jamais, doit privilégier des équipes diverses et non pas des équipes homogènes. C'était pas du tout notre tradition française où c'était les grands corps par grande entreprise. Donc, je veux dire,
ça a des implications. C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure, il faut qu'on définisse ce qu'est la valeur humaine qui reste ou qu'on doit valoriser dans l'IA, je pense qu'il faut qu'on soit spécifique et que le travail à faire, c'est dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que si on ne fait que dire c'est l'humain, en réalité, on fait monter l'angoisse. Parce que chacun ressent que ça ne suffit pas. Donc je pense que le travail qu'on a à conduire, tous ensemble et collectivement, c'est aussi les fonctions des recherches, c'est de le définir. Et puis ensuite, d'en tirer les conséquences sur le mode éducatif, sur la façon de travailler, etc. Et je pense qu'on a quand même beaucoup de sons autour de l'inutilité des futurs juniors. Je crois que c'est le syndicat des cabinets de conseil français là, qui récemment s'est fendu d'une publication suite au questionnement des étudiants de dire mais cette année, notre taux d'embauche reste constant par rapport aux années précédentes. Donc on a quand même besoin de cerveaux tout jeunes pour pouvoir construire nos économies de demain et nos structures de demain. Donc on doit passer ça et, comme tu dis, revenir à qu'est-ce qu'on doit changer dans nos modes éducatifs, sur quoi on doit mettre le focus. Je pense effectivement soft skills, ça reste... mais accompagner l'usage de ces technologies-là dès l'école, je pense que c'est quelque chose qu'on doit développer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus intensement, sans avoir ces peurs de dire on crée notre propre tombe. Et Frédéric, pour conclure, cette première marche, comment on la reconstruit? Ou comment on la reconstruira? Voilà, on peut choisir les meilleurs pour répondre à la Voilà. question. Il y a Petite marqué question 8, simple pour apparemment, il ne conclure reste que comme 3. ça, voilà, qui d'ailleurs n'était pas le sujet de la conférence, mais on va y arriver. Non, comment? Alors je pense que déjà il y a certains fondamentaux qu'il faut conserver. Je pense que les raisonnements logiques, dans tous les cas, on en aura besoin. Donc il faut apprendre par tous les moyens à faire en sorte que chacun sache mener des raisonnements logiques, non seulement parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure par rapport au code, mais être capable d'aiguiller Claude Code quand il s'est planté ou quand nous-mêmes on n'a pas été suffisamment précis sur le prompt, c'est indispensable pour arriver à un bon résultat. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à garder. Après, comment on l'apprend? On l'apprend avec des matières qui sont un peu ancestrales. Enfin, moi, je pense aux maths notamment. Ça demande évidemment de bien comprendre ce que c'est qu'une démonstration ligne par ligne. Et ça devient d'autant plus important, parce que là, on parlait de ce cas de piloter Claude Code, par exemple, mais c'est aussi le cas pour savoir debunker des fake news. Parce qu'on est quand même inondé de fake news. On a déjà eu plusieurs vagues alors après ça va très très loin, mais on a eu plusieurs vagues de déstabilisation de notre formation de la réalité. Non seulement parce que on a eu une vague d'instantanéité sur nos technologies qui font qu'on ne se donne plus forcément le temps de réfléchir par rapport aux informations qui sont envoyées, et donc on ne sait plus trop bien ce qu'on voit parfois, en tout cas on n'a pas le contexte. Donc ça, c'est venu déjà brouiller notre capacité à comprendre ce qui se passe. On a aussi eu évidemment les réseaux sociaux qui font du silotage par communauté et de l'amplification des messages qui sont les plus viraux, à savoir généralement les choses choquantes et les choses choquantes qui très souvent sont fausses. C'est-à-dire qu'une information fausse d'ailleurs a 7 fois plus de chances de s'étendre qu'une information vraie aujourd'hui, donc c'est un gros problème. D'ailleurs ça amène à, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi de Brandolini, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais qui fait qu'en fait il nous faut 10 fois plus d'énergie pour venir contrecarrer, démontrer l'aspect faux d'une fake news que l'énergie qu'il a fallu pour la propager. Donc en fait, on est très désavantagé quand on est du côté de la vérité. C'est quand même assez embêtant. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc dans tous les cas, pour tous ces challenges-là qui sont face à nous, il faut que tout le monde développe un esprit critique et un esprit logique assez poussé pour justement faire en sorte qu'on s'appuie sur des faits et non sur simplement des opinions qui peuvent être biaisées pour différentes raisons. Il y a plein de gens qui ont des raisons d'envoyer des fausses informations pour justement nous aiguiller de travers. Donc si on veut que tout le monde arrive à s'aiguiller, il faut qu'on développe des raisonnements logiques. Donc ça, tout ce qui tourne autour de la logique, moi je crois qu'on ne va pas pouvoir y couper. Après, il faut se poser la question plus largement que par rapport seulement aux jeunes, comment on va vivre dans un monde où justement la vérité est autant malmenée, notamment avec
toute l'IA qui arrive et qui est capable de nous générer des images dont on ne sait plus du tout si elles sont vraies ou fausses. Il faut quand même voir que c'est pas arrivé depuis saint Thomas, hein, qu'on puisse plus croire ce qu'on voit. Non, mais c'est vrai. On a toujours, on disait je l'ai vu. Enfin voilà, c'était. Ouais, mais là je l'ai vu, ça veut plus rien dire. Donc c'est quand même complètement fou. Nos référentiels de construction de vérité, ils sont vraiment pas mal déstructurés. Donc il va falloir qu'on s'équipe de encore plus d'antennes et de raisonnement pour pouvoir survivre dans ce flot d'informations. Parce qu'en plus, au-delà du fait qu'on est inondé de fausses informations, ou en tout cas d'informations générées ou synthétiques, elles sont de plus en plus nombreuses. La quantité d'informations qui nous arrivent aujourd'hui par tous les canaux de communication qu'on a, c'est complètement faramineux, c'est assez fou en fait. Donc déjà, processer cette information-là en quantité, c'est compliqué, mais en plus faire discerner le vrai du faux, c'est encore un challenge supplémentaire. Donc pour les jeunes, voilà, moi je dirais, faut appuyer sur la logique, il faut appuyer aussi sur la capacité à aller se poser des questions. Alors la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que pour tous ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous remarquez que surtout dans leurs jeunes années, ils savent poser des questions, et même beaucoup de questions très compliquées. Moi, j'ai noté toutes les questions de mes enfants au fur et à mesure qu'ils grandissaient, parce qu'il y en a encore les 3/4 auxquelles je ne sais pas répondre. Il y a notamment la dernière, c'est là, papa, si Dieu existe, qui a créé Dieu? Bon, ça, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Je vous la laisse. Je ne suis pas sûr que l'IA l'aura non plus. Donc, voilà. C'est lui-même. Mais non, mais après, c'est récurrent, ça ne marche plus. Voilà, donc il y a toute la bonne nouvelle, c'est que les enfants savent poser plein de questions déjà auxquelles on ne sait pas répondre, et donc en fait il faut qu'ils gardent cette capacité à poser les bonnes questions tout le temps, et à pas se laisser enfermer justement dans des raisonnements tout faits. Donc ça définit pas mal ce que l'humain doit garder et ce dont on cherchait tout à l'heure à le définir. Maria, peut-être juste le mot de la fin. C'est tellement riche et multidimensionnel que j'aurais du mal à trouver une simple conclusion. Simplement, je voudrais dire que moi, ce que je garde, c'est que cette consensus autour de la question autour du fait que l'humain il est toujours indispensable pour les organisations et qu'on ne va pas être remplacé demain par l'intelligence artificielle. Et puis aussi, votre propos, Gwenaëlle, ça m'a rappelé beaucoup cette publication, une publication très récente de mai 2024 de Schumacher, qui disait qu'ils avaient analysé, ils avaient fait une étude auprès de 20 000 grands dirigeants dans le monde, et ils avaient étudié les organisations les plus performantes, et notamment dans des périodes de mutation, et ils disaient qu'il y avait 5 ou 6 principes qui étaient indispensables pour la réussite dans cette grande période de mutation de ces leaders. L'anticipation, c'était numéro 1, donc je me suis retrouvée totalement dans ce que vous avez dit. Les challenges de la situation existante, donc ce côté schumpeterien, c'était absolument vrai, donc le fait de secouer l'establishment. Savoir bien interpréter et poser les bonnes questions une fois que tu as les résultats, et après bâtir la vision, aligner ses équipes, et puis bien sûr mettre en place et apprendre par ces échecs, pouvoir capitaliser. Donc ça, c'est très bien parce que vous avez donné tous les trois vraiment corps à cette recherche et bien d'autres. Et nous, on ambitionne justement à la chaire de continuer à explorer tous ces aspects, à accompagner les organisations dans leur transformation. Merci beaucoup. Merci.